Je pose 3-4 questions, puis ensuite on passe la parole à la salle, ensuite on rebondit en fonction des uns et des autres. D'abord, parce que, évidemment, ce film résonne avec un certain nombre d'éléments de ta vie, puisque tu as cette double casquette de réalisateur et de professeur d'université à Paris, mais aussi avec une autre casquette, qui est celle d'éditeur, puisque tout est parti d'un livre que tu as édité par un scénariste qui s'appelle Alain Lérac. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que ce livre et quelle place il occupe désormais dans le scénario qui est signé par Alain Lérac? Oui. Alors, il y a très très longtemps, j'étais étudiant à Paris 1, et il y avait un enseignant qui s'appelait Jean-Paul Torop, qui enseignait le scénario, et qui était co-scénariste, notamment qui était scénariste, qui avait co-signé le film de Claude Sautet, Un vol de 10. Et donc, il y a 5 ans exactement, il est mort, et donc j'étais à son enterrement, et à son enterrement, j'ai retrouvé Alain Lérac, qui était étudiant avec moi à Paris 1, donc quand on était jeunes tous les deux, et comme ça se fait dans ces circonstances, on se demande ce qu'on devient l'un et l'autre, et il me dit qu'il vient d'écrire un texte sur le scénario, sur son métier de scénariste, puisqu'il est scénariste. Et je suis curieux, je lui demande si je peux lire le texte, il me l'envoie, et j'ai un coup de cœur pour ce texte, parce que, comme dans le film, il ne s'agit pas d'un livre théorique, d'un texte théorique, il ne s'agit pas d'un manuel de scénario, comme il en existe un certain nombre, mais d'un texte qui raconte le rapport entre la vie et le scénario. Par exemple, dans ce texte, qui va devenir un livre, pardon, il raconte comment, quand son frère est mort, son frère avait 20 ans, et donc à quel point, voilà, à quel point ça a marqué son métier de scénariste, son approche du scénario, son rapport à la vie. Et je trouvais que c'était très beau de faire cette passerelle entre l'écriture scénaristique et la vie qu'on peut chacun et chacune avoir. Donc j'ai fait publier ce texte dans la collection que je dirige, et puis, quelques temps après, j'ai une illumination, je me dis, et si on l'adaptait en film? J'en parle à Alain Lérac, qui me répond, tu es fou. Puisqu'il me dit, un livre sur le scénario, ça ne fait pas un film. Et je pense que si, à condition qu'on rajoute, à côté des cours de scénario, une histoire avec des personnages, une histoire d'amour. Donc toute l'histoire d'amour qu'il y a dans le film entre Agnès Jaoui et Jonathan Zakaï n'était pas dans le livre. Et donc le film est à la fois l'adaptation du livre pour la partie scénario et une création scénaristique propre pour tout le reste. Et je pense que c'est ça qui fait que le film peut exister, puisque là, on a la poursuite de ce rapport entre le scénario et la vie à travers des personnages de fiction. Donc voilà la petite histoire de la jeunesse de ce film. Alors, avec des jeux de miroirs dans tous les sens, on en parlera un peu plus loin, mais y compris dès lors que tu choisis Agnès Jaoui, tu ne choisis pas n'importe quelle actrice, tu choisis une actrice, réalisatrice, scénariste, et l'une des plus connues des scénaristes françaises, qui par ailleurs vient d'être frappée elle-même par un deuil. Or, la question du deuil est essentielle pour son personnage, et pour comprendre la façon dont son personnage est déterminé par cette histoire. Voilà. Et tu racontes, dans les entretiens que tu as donnés, je ne les ai pas tous lus, il y en a trop, mais celui-là, je l'ai bien lu, que Agnès Jaoui venait de faire une conférence à la Cinéfabrique à Lyon, et qu'elle a demandé à être filmée pour que tu puisses éventuellement t'inspirer de ce qu'elle disait elle-même comme scénariste sur la question de l'écriture. Il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais rendre hommage à Agnès Jaoui parce que je peux en témoigner comme réalisateur, tous les acteurs connus ne sont pas accessibles. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir un ami commun qu'on a qui s'appelle Bin, qui m'a donné simplement l'adresse mail d'Agnès Jaoui, et je lui ai envoyé le scénario. Et 15 jours après, elle m'a répondu. Je ne pense pas que tous les acteurs procèdent de la sorte. Et donc, elle a tout de suite été intéressée par le projet, et je ne savais pas du tout qu'à l'époque, Jean-Pierre Macri était malade. Et donc, la question du deuil qui est bien dans le scénario déjà, et la mort qui est intervenue de Jean-Pierre Macri quelque temps après, c'est une sorte de télescopage, mais totalement involontaire de ma part. Donc, c'était pas au départ quelque chose c'était pas du tout quelque chose de conscient et de volontaire de ma part au départ, ce rapport à Jean-Pierre Macri. Dès qu'elle a lu le scénario, elle a été intéressée, mais elle a émis une condition que le scénariste Alain Lérac et moi on a tout de suite accepté, c'était qu'on relise le scénario ensemble pour toutes les parties où elle parle du scénario, pour ne pas que quand, dans le film,
elles disent des répliques qui soient contradictoires avec ce qu'elle pense, elle, la vraie, entre guillemets, Agnès Jaoui. Et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que j'adore dans tous mes films le rapport entre le réel et la fiction. Et là on est clairement dans une fiction, c'est un personnage de fiction, mais en même temps, évidemment, Agnès Jaoui est très proche de Noémie. Et je trouve que ça donne une vérité à son personnage. Et effectivement, elle a à ce moment-là été appelée par la Cinéfabrique de Lyon et elle a demandé d'être filmée pour qu'on puisse encore ajouter dans le scénario ou s'inspirer de ce qu'elle dirait dans cette vraie masterclass. Mais c'était après qu'elle ait lu le scénario et qu'elle était déjà intéressée par faire le film. Alors, du coup, qu'est-ce qui, dans le film, maintenant qu'il existe, vient de cette leçon de scénario à la Cinéfabrique? Eh bien, on a eu surtout la confirmation, c'était très étonnant d'ailleurs, comme le réel et la fiction se sont télescopés, de certaines réactions des étudiants, et notamment, puisqu'il y a des étudiants qui lui ont posé des questions aussi, sur la question, notamment, je pense à l'étudiant qui ne veut justement pas se prononcer comme femme ou comme homme, et qui veut être cisgenre, et donc il y a eu exactement la même intervention dans la Cinéfabrique, et donc c'était très surprenant de voir comment il y avait un écho entre le projet qu'on avait et la réalité. Mais Agnès Jaoui a aussi ajouté certains éléments qui n'étaient pas dans le scénario, comme par exemple, elle venait de réaliser certains épisodes de En Thérapie, la série sur Arte, et donc c'est elle qui a établi ce parallèle entre la thérapie et le scénario. Et donc ça, c'était par exemple quelque chose qui n'était pas dans le scénario au moment où on a pris contact avec elle. Série créée en France par Nakache et Toledano, qui sont les invités du Méliès le 12 juin. C'était le moment de faire la page de pub. Il y a plein d'échos, évidemment, entre la vie et le scénario, c'est l'enjeu même du film. Il y en a des plus ou moins secrets, par exemple, le titre qu'elle évoque, comme comment se fait-il que vous ne l'ayez pas vu, comment ça vous n'avez pas vu Le père de mes enfants. En fait, il y a un vrai téléfilm écrit par Alain Lérac, si j'ai bien vu. Absolument. De même que sa fille dans le film est jouée par la tienne, que nous avons déjà vue dans la fille de Jonathan Zakaï. De Jonathan Zakaï, oui. Absolument. Et jouée par ta propre fille, qui était l'héroïne de Je suis une actrice. Je veux, c'est l'actrice. De même que, c'est quand même rigolo, puisqu'elle est là, la costumière du film, qui se trouve être ta compagne, joue ton ancienne compagne, avec laquelle tu n'arrives pas à rompre dans le film. Non, Jonathan Zakaï. Oui, pardon, bien sûr, ça n'est pas toi. Paul Almond vient nous rejoindre, d'ailleurs. Dina Alves, peut-être avec nous, ce serait bien. Allez, Dina. La costumière et actrice du film, du coup. Alors, je m'étais dit que si Dina venait avec nous, j'allais faire le jeu de mots le plus pourri de l'histoire des débats en France. Parce que quand même, comment on introduit la question du costume dans un débat, et comme un des mots d'ordre d'Agnès Jaoui, c'est il faut être à la fois universel et unique, à un moment elle dit, il faut être... Non, ça ne marche pas si je dis être. Je cherche un verbe qui fonctionne sur les liaisons. Tu dois être, ça ne marche pas. Ce truc, j'aurais dû le préparer dans le RER. Je savais que c'était foireux. C'est une liaison entre le T et le unique, puisqu'il est unique, voilà. Et donc ça ne marchera pas. Non, mais je veux bien que tu nous racontes un tout petit peu comment tu as défini les costumes des uns et des autres, parce que pour le coup, dans l'unicité nécessaire aux personnages, y compris parce que, mine de rien, il y a beaucoup de personnages secondaires, notamment dans la sphère estudiantine. Il faut les faire exister très très vite, parce qu'ils n'ont pas énormément de scènes les uns les autres. Donc j'imagine qu'il faut du coup les caractériser assez rapidement. Ça s'est fait comment, y compris dans ce rôle comme ça un peu particulier, d'être très proche du réalisateur et de se dire voilà, comment on fait pour leur donner une autonomie sur un temps extrêmement court. Bon, c'était pas aussi court que ça, parce que comme j'accompagnais le projet dès le départ, oui. J'ai évolué avec les personnages et ça a laissé le temps de me faire ma propre idée pour arriver à ce résultat-là. Et sachant que déjà il y avait plusieurs facilités, que c'est une seule journée, on avait juste besoin d'un costume, et normalement on dit que la vie fait pas le moine, mais je pense qu'au cinéma, oui. C'est quand on regarde quelqu'un, malheureusement, on se base beaucoup pour ce qu'on voit. On va pas plus loin. Et à ce moment-là, à partir du moment qu'on a
un scénario, on se met dans la peau du personnage, on regarde un peu autour de soi et on arrive à un résultat. Et là, par exemple, pour l'assemblée des étudiants qu'on a derrière nous, tu dis à quelqu'un, tu vas porter le t-shirt des Dents de la Mer, ou c'est un truc, oui, c'est vraiment décidé personne par personne. Oui, parce que chaque étudiant, dans les cas des étudiants, par exemple, chacun avait sa personnalité très marquée. Et au quotidien, autour de soi, on voit qu'il y a des marques, des traces qu'on trouve toujours dans le même genre de personnage. Et c'est là-dessus qu'il faut un peu viser un peu là-dessus. Et l'écharpe que tu décris orange et que moi je vois rouge, de Jonathan Zakaï, elle arrive comment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle raconte pour toi? Alors l'écharpe, c'est qu'avec Jonathan, on avait convenu de donner à Vincent le look de Frédéric, qui est très particulier. Et on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'il y a ce côté un peu dépareillé, un peu n'importe quoi en fait. Et on est venu à l'écharpe. Il faudrait que ce soit quelque chose de voyant et quelque chose de grand. Parce que le personnage de Vincent, que je trouve d'ailleurs aussi chez Frédéric, désolé, c'est comme on a. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Et l'écharpe, ça fait office de doudou. Il a toujours ça avec lui comme une protection parce qu'il est intimidé en même temps par Noémie. Il a un malaise, c'est une façon de se protéger. Parce que porter une écharpe comme ça à Toulouse, c'est moyen, hein. Et c'est surtout, mais bon, on avait quelqu'un pour s'inspirer, c'était pas très compliqué. Là, il a fait sobre, l'écharpe est noire, il fait des efforts. C'est toi qui l'as dit avant les débats? Non, pas du tout. Pas. Moi, j'y vois un autre sens à cette écharpe, c'est pour ça que je la vois plutôt rouge qu'orange, mais c'est qu'il y a quand même une espèce de constellation de couleurs. La pierre de Toulouse, pour le coup, cette couleur La brique de Toulouse, et cette écharpe résonne par moment, et donc du coup ça entre dans le lieu. C'est ça, la couleur, le choix de couleur, c'était par rapport à Toulouse, c'est un clin d'œil à Toulouse. Comme le sac d'Agnès d'ailleurs, et la chemise de Stéphane Hénon, le restaurateur. Pourquoi la chemise? Sa chemise a des fleurs en ton brique aussi. C'est des petits clins d'œil à Toulouse. Et en même temps, cette couleur-là, ocre, rouge, elle préfigure aussi d'autres éléments rouges dans le film. Ça, c'est plutôt une question cinéaste. Parce que d'abord, il y a la question du saignement de nez, le corps qui s'exprime sans contrôle, quoi. Et ce rouge-là, il se retrouve aussi dans le cœur gonflé au souffle du frère mort. Puisqu'il est très, très rouge, ce cœur, pour le coup, là. Ça, c'est quelque chose que tu as pensé, cette circulation de la couleur pour créer du lien entre les deux personnages, qui, à la fin, dont on découvre à la fin qu'ils ont un rapport, puisque peut-être que si elle est partie, c'est plus par rapport à la mort de son frère que par des amours. Alors, pour être tout à fait franc, je crois que beaucoup de cinéastes sont comme ça, c'est qu'il y a des choses auxquelles on pense, et puis des choses qui sont inconscientes, et qu'on découvre soi-même en cours de route. Ce qui était conscient et volontaire, c'était la brique rouge de Toulouse, et ce rappel de cette couleur qui se représente dans tout le film. Et donc, à travers les costumes, mais pas seulement, à travers les décors aussi, puisque par exemple l'amphithéâtre dans lequel on a tourné, eh bien, tous les murs n'étaient pas des briques, et donc on a fait des faux murs. Normalement, ça ne se voit pas, c'est du cinéma. Pour rappeler aussi, y compris dans l'amphithéâtre, ce rappel de couleur en permanence. Et donc il y a une interaction, d'ailleurs, si on reste quelques minutes sur les costumes, par exemple le costume d'Agnès Jaoui, qui avait été choisi au départ, a été changé en cours de route, parce qu'on s'est rendu compte, avec Dina, que face aux briques rouges, n'importe quelle couleur ne pouvait pas fonctionner. Et donc évidemment, mais c'est pour tout ce qui concerne les choix qu'on fait sur un film, il faut chaque fois avoir la vue d'ensemble, puisqu'un élément pris séparément peut parfaitement fonctionner, mais l'important n'est pas qu'il fonctionne séparément, l'important c'est comment ça va fonctionner dans tout le film. Et donc comment les décors, les choix d'images, les choix des costumes, tout ça interagit. Donc oui, il y a une conscience de cela, mais par exemple, je n'avais pas conscience que
pour être tout à fait franc, que quand il saigne du nez, c'était un rappel au rouge de Toulouse. Mais pour les charpes, pour les décors, pour le cœur, oui. Qui pose la première question? J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un très très beau film, subtil, sur le cinéma, c'est un film sur le cinéma, quoi. Mais j'ai un regret, pourquoi ne pas nous avoir fait partager les extraits que voient les étudiants? Ça, c'est une question qui m'a... Parce que j'ai été frustré, pendant ce moment-là, je me disais, mais enfin, que voit-il? Et j'avais envie de voir, et j'ai été déçu que ce soit uniquement de la musique, même un travail sur le son formidable, c'est pas la question, mais j'ai l'impression qu'on me cachait quelque chose, et j'ai été frustré. Et j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne l'avez pas montré. Parce que... Dans la vie, on a tous et toutes, je pense, et ça commence très tôt dès l'enfance, des frustrations. Alors il y a des bonnes et des mauvaises frustrations. Donc j'espère que dans ce cas-ci, ce sera une bonne frustration. C'est-à-dire que, c'est quoi une bonne frustration? C'est quelque chose qui vous donnera par exemple envie quand même de recommander le film malgré cette réserve que vous pouvez avoir sur les extraits. Alors pourquoi ce choix? La vraie raison, l'origine, c'est qu'au départ, il devait y avoir des extraits dans le film. Par exemple, un extrait auquel on avait pensé, c'était une scène du cours qui a disparu, qui n'est plus là, sur l'ellipse. Donc vous savez comment on Ça reste parle. un dessin. Ça reste un dessin. Et l'ellipse, donc la plus belle sans doute de l'histoire du cinéma, en tout cas une des plus belles, c'est celle de 2001, l'Odyssée de l'espace, quand l'homme préhistorique lance en l'air un os et que cet os se transforme en vaisseau spatial, donc c'est une ellipse de plusieurs millénaires d'un plan à l'autre. Pour avoir l'extrait, acquérir les droits de l'extrait de 2001 l'Odyssée de l'espace, voilà, vous avez tout compris, ça coûte de l'argent. Si on multipliait 5 ou 6 extraits, c'était chaque fois évidemment des droits à acquérir, et donc on avait peu d'argent pour faire le film. Donc je tiens à saluer tous les producteurs, il y en a un ici, mais il y en a d'autres qui sont plusieurs, il y a une productrice et un producteur, qui ont cru au projet parce que c'était très compliqué de trouver du financement pour faire ce film. Donc on a décidé de le faire, et je me suis rendu compte que ce serait difficile de pouvoir, dans le budget qu'on avait, avoir des extraits de films, en tout cas ceux que je souhaitais. Deuxième raison, et peut-être Stéphane sera d'accord avec moi, si on doit faire un choix, et peut-être vous toutes et tous d'ailleurs, imaginez que vous deviez faire un choix des films que vous préférez. Mais moi j'étais très contrarié par faire ce choix, parce que ce serait forcément limitatif. Si on choisissait 5 extraits, j'aurais tout de suite en tête, mais pourquoi pas 5 autres? Je parle d'un monde idéal où j'aurais pu choisir tous les extraits que je voulais. Et donc forcément, j'aurais, moi, en tant que réalisateur, une frustration. Pourquoi j'ai choisi ce film-là et pas cet autre-là? Et donc ça donnerait aussi, comme si c'était, je voulais vous dire, moi, les films qui sont pour moi importants, et ce serait donc forcément limitatif, y compris pour moi-même. Et donc, j'ai eu cette idée pour pallier l'aspect budgétaire, mais aussi pour la raison que je viens de vous dire, qui est réelle, que depuis le départ, je me disais, mais pourquoi faire cet extrait plutôt que l'autre? Eh bien, c'était de faire le cinéma par la musique. Et donc, quand on restait sur les étudiants qui voyaient les extraits, il y avait donc, on ne voyait pas ce qu'ils voyaient, mais on entendait la musique d'un film, ce qui est d'ailleurs totalement artificiel, parce qu'en général, quand il y a de la musique dans un film, il y a aussi des dialogues ou d'autres éléments sonores, là, il n'y a que la musique, et c'est volontaire, et que chaque musique évoque un genre cinématographique. Donc il y a la musique plutôt de type comédie romantique, une autre de type plutôt film à suspense, une autre de type film expérimental. Et donc ça c'était parce que j'avais la chance de travailler avec un grand compositeur de musique de film qui s'appelle Vladimir Kosma, et qui évidemment a tout à fait l'aptitude à créer des musiques qui font musique de film, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et il a pris lui un grand plaisir, c'est la première fois qu'il a eu, ce qu'il m'a dit que c'est la première fois qu'on lui demandait de faire ça, de créer des musiques qui font le cinéma, qui évoquent le cinéma. Et puis c'est là peut-être notre point de désaccord,
je ne vais pas dire point de démence, mais point de désaccord, c'est qu'en ce qui me concerne, mais c'est très difficile. J'adore quand on peut laisser aussi une place à l'imaginaire du spectateur. Et que tout ne soit pas dicté au spectateur, mais que chaque spectateur peut aussi compléter quelque chose dans le film. Alors je dis c'est très difficile parce qu'il faut trouver le bon équilibre. On ne peut pas laisser la totale liberté entre guillemets au spectateur, parce que sinon il n'y a plus de film. Donc il faut un mélange entre ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. Mais je trouve ça toujours intéressant quand il y a quelque chose de non montré, mais qu'on invite le spectateur à essayer de compléter ce qu'il a vu grâce à son imaginaire. Voilà les réponses à votre question. Je complète avec une chose, c'est que nous sommes dans une salle qui s'appelle Abbas Kiarostami, immense cinéaste iranien, qui a fait un film très peu vu et peu connu, qui s'appelle Shirin. Shirin, c'est un film qu'il a fait avec un défi fou, qui est de réunir 100 actrices, professionnelles et amateurs, essentiellement iraniennes, mais il y a une certaine Juliette Binoche parmi elles, qui regardent un film qui n'existe pas, qui ne fait exister que par la bande-son, qui raconte l'histoire mythologique de Shirin, et que nous sommes supposés comprendre en regardant simplement les émotions sur le visage des spectateurs. Idée magnifique, film ardu, mais dont on trouve une forme de correspondant plus allégée dans le film de Fred. Bonsoir. Moi, j'avais juste une réflexion par rapport à ce qui était dit. Je trouvais que, contrairement à ce qu'il disait sur la frustration, je trouvais que justement c'était tout l'intérêt du film. Enfin, du coup, pour moi, c'était complètement conscient, parce que c'était un rappel de cette forme où il y a le cinéma, l'image du cinéma, et puis ces images institutionnelles. Et du coup, je trouvais que quand il y avait un film, on ne regardait pas le film, et je me suis dit, ah bah oui, c'est malin, parce que du coup, on montre ces étudiants, cette nouvelle génération, et que c'est là, le film, c'est eux qui sont le film, parce que c'est la vie, le film, si j'ai bien compris. Donc pour moi, c'était tout à fait logique on voit, enfin moi, ça m'a pas du tout frustré qu'on ne voit pas les films, parce que je me suis dit, ah bah oui, on ne va pas regarder des films dans des films, mais que c'était pour mettre une mise en abîme du film, du propos du film lui-même. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ces spectateurs-là, ces élèves-là qui sont le film. Je sais pas si Merci de votre réaction. Donc, il y a deux réactions différentes. Alors, je trouve ça bien qu'il y ait deux réactions différentes. Évidemment, je vais défendre mon point de vue, c'est normal. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Mais je ne suis pas du tout mécontent qu'il y ait une autre réaction dans la salle. Et je trouve que c'est bien que chacun puisse avoir sa liberté d'interprétation du film aussi. Simplement pour compléter ce qu'on vient de dire sur ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, ce qui est aussi important pour moi, donc je change de sujet, mais ça va dans la suite, c'est ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Je parle des dialogues ici. Je pense que c'est très important dans un dialogue, ce qui est aussi important dans un dialogue, c'est ce que dit le dialogue de manière explicite et ce qu'il ne dit pas. Et il y a eu tout un travail de jeu avec les acteurs, et c'était un grand plaisir pour moi de travailler avec Agnès Jaoui et Jonathan Zakaï. Pour tout le film, il se cherche en fait, il n'arrive pas à s'expliquer et à résoudre le problème qui a été le leur, la rupture 30 ans plus tôt. Et donc tout le travail, c'était pas grâce aux acteurs, mais aussi par les choix des mouvements de caméra ou des cadrages, d'essayer qu'il y ait un sous-texte permanent, et que ce sous-texte amène une forme d'intrigue, c'est-à-dire qu'on essaie de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux, qu'on comprenne qu'il y a un malaise, et que donc, au bout de cette journée, on va arriver au bout, finalement, par une explication où peut-être chacun d'entre eux va repartir dans sa vie sur de nouvelles bases grâce à cette journée particulière qu'ils ont pu vivre ensemble. Et donc il y a beaucoup de textes dans le film, mais le texte pour moi c'est aussi le sous-texte, et le sous-texte est parfois plus important que le texte lui-même. Ça vaut d'ailleurs pour l'écriture des dialogues, mais ça vaut aussi pour les choix de mise en scène, y compris dans les leçons, puisque quand on bascule dans la caméra qui enregistre techniquement le cours, on a parfois des contrepoints et des sautes pour rebasculer en scope sur la caméra de cinéma, et là, assez souvent, le parti pris, c'est de ne filmer que Jonathan Zakaï comme auditeur, pour le mettre à l'autre bout du scope d'Agnès Jaoui, pour créer un effet de résonance, parce que ce qu'elle dit en public ne peut pas être entendu par lui qui sait des choses de la même façon que par les étudiants, pour créer justement ce système de double entente. Exactement. Étant enseignante aussi en art plastique, quand j'ai des élèves comme ça me capte.
vraiment merci. J'ai besoin, moi, de ces leçons de cinéma, même au cinéma. Vous êtes parti d'un texte de votre ami, vous l'avez donc transformé. Peut-être serait-il intéressant aussi de lire le livre de votre film. Alors, voilà. Je donne la référence pour ceux que ça intéresse. C'est donc un livre. Merci. Merci à vous d'abord. Le livre d'Alain Lérac qui s'appelle Atelier d'écriture, mais je préfère le sous-titre, et lui aussi d'ailleurs, c'est 50 manières d'écrire un scénario sans rater sa vie. Et donc, je vais poursuivre juste sur un point que vous avez évoqué qui est très important pour moi, puisque Stéphane a rappelé que j'avais la double casquette, celle d'enseignant aussi, c'est la question de la transmission. Et je pense que c'est très important la transmission, c'est un des sujets du film. Et c'était très important pour moi aussi, donc qu'il y ait des rôles pour les étudiants, qu'ils ne soient pas juste passifs en train d'écouter, mais qu'on voit que ce que raconte le personnage d'Agnès Jaoui ait aussi un impact sur leur vie à eux. Et je pense qu'au-delà du film, c'est une question importante aujourd'hui dans notre société, c'est la question de la transmission. Et surtout qu'il y ait des passerelles, je pense que c'est très important, qu'il y ait des passerelles entre générations. Et donc je respecte beaucoup les nouvelles générations, puisque je suis enseignant chaque année qui passe, il y a un écart un peu plus grand d'âge entre les étudiants et moi, mais plus cet écart est grand, plus je prends plaisir à être avec des étudiants et à être à l'écoute de la nouvelle génération, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Donc il ne faut surtout pas, je pense, et c'est un des enjeux du film, que ce soit un cours ex cathedra professoral du style, voilà, je vais vous donner la leçon de ce que doit être le cinéma, c'est surtout pas ça qu'on a voulu faire, mais c'était beaucoup plus sur le registre de l'échange, ce que le personnage d'Agnès Jaoui peut apporter à ses étudiants, mais aussi ce que les étudiants peuvent lui apporter à elle. Et donc, si on peut avoir comme souhait une société où il y a vraiment une écoute réciproque entre générations, je pense que ce serait quelque chose de beau, et je pense qu'il faut chacun apporte notre petite pierre pour essayer d'aller dans ce sens. Voilà. Moi, je vais rebondir sur vos deux interventions. Non, parce que la question de la transmission et le fait que le discours influe sur les étudiants et change à la fois potentiellement leur scénario, mais aussi potentiellement leur... C'est évidemment le plus sensible sur le personnage que tu as abordé, qui s'appelle Antoine, je crois. Et pour le coup, ça rejoint une de tes remarques, parce qu'au moment où tout à coup il a les révélations que faire l'amour avec un homme, ça ne veut pas dire qu'on est homosexuel, il y a un coup de cloche monumental, qui est quand même une des touches d'humour et d'ironie de Frédéric, qui existe à plusieurs endroits, et c'est très sensible quand on revoit le film. Je dis ça, j'aime particulièrement ce moment où ils sont tous les deux et on sent qu'ils vont glisser vers une conversation vraiment privée et sur la révélation de ce qui s'est passé des décennies plus tôt. Et il y a un étudiant qui se pointe en disant on voulait savoir quand est-ce que vous alliez reprendre. Et évidemment, le premier sens de ce mot, c'est de reprendre le cours, sauf que nous, spectateurs, on comprend reprendre votre histoire d'amour. Et donc, cette espèce de double sens avec lequel le film joue en entier me paraît, moi, une des sources de plaisir, y compris sur le rapport entre l'émotion au premier degré et cette distance humoristique que je viens d'évoquer. Mais je conclue quand même sur un élément que tu as cité. Pour moi, il y a un plan où le doublage, c'est n'importe quoi, vraiment. Et la première fois, ça m'a un peu sorti du film à cet endroit-là. C'est la dispute entre les deux garçons dans l'auditorium, qui probablement a été post-synchronisée, avec un texte changé. Et c'est ça, hein. Et là, je ne sais pas comment on pouvait faire autrement. On n'y est pas parvenu. Voilà. Mais c'est tellement bizarre. Je plaide coupable. Ah non, mais ça peut gêner juste 3 minutes, hein, c'est pas plus gênant que ça. Je dis ça en pensant à un truc qui, moi, m'a beaucoup plu. Frédéric a beaucoup publié ces derniers temps sur les réseaux sociaux, les articles et entretiens donnés dans la presse, et il a fait un truc qu'aucun cinéaste ne fait. Vraiment, c'est le premier que je vois faire ça en 20 ans. C'est qu'il a publié les critiques négatives en disant « Je respecte trop la critique pour censurer ceux qui disent du mal de mon film ». Il n'y en avait qu'un, d'ailleurs, puisque les articles sont plutôt tout à fait favorables. Mais j'ai trouvé que ce geste-là me paraissait très fort. Voilà, je tenais à le dire. Qui pose une autre question? Bonsoir. Alors, c'est peut-être un peu futile, mais j'étais curieuse de savoir l'anecdote autour de Taxi Driver. Et ce rapport entre la légende et la réalité, tout ça. Est-ce que c'est tiré du livre d'Alain Lérac aussi, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Et quelle est la vraie histoire? Et quelle est la vraie histoire, du coup? Celle qui vous plaît le plus.
Non mais honnêtement, je ne sais pas quelle est la vraie histoire. Parce que je n'ai pas rencontré Paul Schrader, je ne lui ai pas posé la question. Et donc il y a beaucoup, c'est pas Stéphane qui va nous dire le contraire, il y a parfois certains cinéastes, des cinéastes formidables. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Orson Welles. Je ne suis pas convaincu que quand il raconte ce qui se passe, il n'y a pas une part de réinvention, de sublimation, et donc peu importe finalement, enfin, de mon point de vue. Donc c'était dans le livre d'Alain Lérac, pas comme c'est dans le film, et donc il a réécrit cette scène autour de Taxi Driver, mais par contre, je peux vous raconter quelque chose. Il y avait le scénario, il y a le tournage. Le tournage respecte en grande partie le scénario, mais il y a des parts qui ont été aussi inventées en cours de route. Par exemple, quand cet étudiant interagit avec Agnès Jaoui et veut un peu la bousculer verbalement. Et donc, j'ai demandé à Agnès Jaoui, est-ce que tu es d'accord qu'à un certain moment, je ne te dis pas quand, un étudiant va intervenir pour te titiller et que tu dois réagir sous forme d'improvisation à cette interpellation. Et avec l'acteur qui joue cet étudiant, on a convenu ensemble comment il essayerait entre guillemets de la piéger. Mais c'est pas un vrai piège pour Agnès Jaoui, puisqu'elle était prévenue, elle était d'accord, consentante. Et donc j'adore ces moments où il peut avoir une part de vérité qui surgit dans la fiction, parce que tout à coup les acteurs sont tellement dans leur personnage qu'ils sont amenés à compléter le scénario. Et c'est vrai à différents moments du film. C'est vrai par exemple pour la scène des globules, où Jonathan Zakaï prend les deux étudiants à part. C'est une scène totale d'improvisation qui n'est pas dans le scénario. Et c'est vrai aussi pour peut-être, ça c'est le moment le plus important, j'ai envie de vous raconter cela. Dans le scénario d'avant-tournage, le film se terminait quand Agnès Jaoui prenait le taxi et Jonathan Zakaï revenait dans l'école. Il n'y avait pas la lecture de la lettre. Tout simplement parce que la lettre, elle n'était pas dans le scénario. Et pendant le tournage, le scénariste Alain Lérac m'a envoyé par mail un petit message en me disant, voilà, je te fais comme cadeau pour le tournage 6 joints la lettre. Ou bien tu fais comme le personnage de Vincent et tu ne la lis pas et je respecte, ou bien tu la lis, fais comme tu veux. Et donc, Dina ici présente était à côté de moi à ce moment-là où j'ai reçu ce mail, et j'ai évidemment tout de suite ouvert, bien trop curieux. Et donc la lettre d'ailleurs qu'il m'a envoyée était beaucoup plus longue que celle qu'on a, des moments d'elle qu'on a retenus, et je me suis mis à pleurer. J'étais très ému par cette lettre, et j'ai tout de suite eu l'idée qu'il fallait absolument qu'elle soit intégrée dans le film. Et donc avec l'accord du scénariste, grâce à la lettre qu'il m'a envoyée, on a rajouté donc toute la fin du film, avec donc, on découvre ce que cette lettre, que le personnage interprété par Jonathan Zakaï ne saura jamais, et que nous, spectateurs, on aura accès au contenu de la lettre. Et je pense que c'est très important pour le film, que heureusement qu'il y a eu cette bonne idée de m'envoyer la lettre dans le tournage, et qu'on a rebondi en l'intégrant dans le tournage. Donc je ne vais pas répondre à votre question, je m'en excuse, mais c'est parce que je ne peux pas y répondre tout simplement. Non, mais du coup, il n'a pas vécu, Alain Lérac n'a pas vécu cette confrontation lui-même, c'est ça? Parce que la confrontation, ça a été inventé au tournage. Ça a été inventé au tournage. Mais comme les deux histoires, du coup, elles sortent d'où? Non, les histoires, elles étaient... il y a plusieurs fois où ils confondent. Donc, l'histoire, elle était dans le scénario, mais on a complété au tournage sous la forme d'interpellation. Et sur ces deux versions, oui, il y a deux versions, de la jeunesse de Taxi Driver existent vraiment. Ah, les oui, deux absolument, existent absolument. dans l'imaginaire. Oui. Okay. Tu as cité Orson Welles, deuxième page de pub, La soif du mal lundi soir, précédent accord sur la plongée et la contre-plongée. Oui, il y a un point de suspense qui est lié à la lettre et qui nous tient en haleine. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Mais la question que j'avais envie de vous poser, c'est le point de cohérence qui est évoqué, c'est ce qu'on a compris, ce qu'on a cru comprendre, c'est le fait qu'elle l'a quitté parce que son frère est parti trop tôt
on ne voit pas le lien qu'il y a entre ces deux événements. C'est un effet de réel dans la vie de chacun, et peut-être. On ne voit pas non plus la cohérence qu'il y a à un moment. Je crois que c'est lui qui dit, parce qu'elle lui dit, tu m'as donné la confiance, tu m'as permis de réaliser des choses que je n'imaginais pas pouvoir réaliser. Et puis, lui, à la fin, lui dit, ben, moi, ton départ m'a anéanti. On a du mal à croire à une telle asymétrie psychologique. Mais j'en viens à ma question. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le découvreur de la lettre, finalement? Pour quelle raison c'était lui, un garçon un peu tendu, un peu nerveux, un peu inhibé, voilà. Alors, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais répondre à ce qui précède la question. Si vous êtes d'accord qu'on ait un échange entre nous sur les points que vous avez évoqués, puisqu'il y a plusieurs points, en fait, avant votre question. La première manière dont j'ai envie de vous répondre, c'est que c'est évoqué dans le film, c'est la question du point de démence. Par exemple, pourquoi il n'a jamais ouvert cette lettre. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous avons notre point de démence. Car quel ennui ce serait un monde où tout le monde serait dans la normalité, sans petite folie singulière et individuelle. Et donc, on peut y croire ou pas, mais en tout cas moi j'y crois, à cette idée qu'il ne veut pas ouvrir la lettre parce qu'il ne veut pas savoir. Et parce il aurait voulu qu'elle donne l'explication en face. Et donc ça, c'est pas une question d'égalité ou pas. Dans les ruptures qu'on a pu avoir chacun dans notre vie, parfois il y a des personnes qui partent sans donner d'explication, ça arrive, ou qui laissent une explication sur un répondeur, par exemple, ça arrive aussi, ou en envoyant une lettre. Et puis peut-être que la personne qui se fait quitter, elle aurait préféré avoir un face-à-face, et que ce face-à-face n'a jamais eu lieu, c'est peut-être pour ça qu'il la rappelle 30 ans plus tard, parce qu'il a besoin de savoir, mais pas en lisant la lettre, en étant face à elle. Sur la question de la confiance, je crois profondément qu'une des définitions possibles de l'amour entre deux personnes, quelles que soient ces personnes, c'est est-ce que la personne qu'on aime et la personne qui vous aime peut, par son amour, vous donner confiance en vous. Je pense que c'est une des définitions possibles qu'on peut avoir de l'amour. C'est-à-dire que grâce à l'amour d'une personne, et d'ailleurs ça dépasse le cadre du couple. On pourrait même dire que c'est la question de l'amour maternel ou paternel. Comment est-ce que l'amour d'un parent pour son enfant peut lui donner confiance pour le restant de sa vie ou pas? Donc cette question de la confiance liée à l'amour, je pense que c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de vies. Et si on n'a pas eu la chance, par exemple, d'avoir des parents aimants, eh bien on peut être, pour le restant de sa vie, névrosé, parce qu'on n'a pas eu cet amour à un moment important de sa vie. Et pourquoi est-ce qu'elle a senti qu'il l'aimait et qu'il lui a donné confiance? Et pourquoi la réciprocité n'est pas vraie? La réciprocité n'est pas vraie parce qu'elle est partie. Et donc il n'y a pas pour autant à condamner son personnage. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle est partie parce que c'était une telle souffrance pour elle, la mort de son frère, qu'elle ne pouvait plus assumer une relation amoureuse à ce moment-là. Alors on peut y croire ou pas y croire. Moi j'y crois, sinon je n'aurais pas fait le film. Enfin, voilà, j'avais envie de commenter votre intervention avant votre question. Maintenant je vais répondre à votre question. La question c'était sur la lettre finale, pourquoi c'est l'étudiant donc qui la prend? Eh bien, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, au départ il n'y avait pas de lettre. Donc normalement, le personnage de Jonathan Zakaï jetait la lettre, elle n'était pas reprise, on n'avait pas connaissance. Il y a eu un débat au montage sur est-ce qu'il fallait... donc il y avait trois possibilités en fait. Ou bien on restait au stade du scénario, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais le contenu de la lettre, j'étais certain que ce n'était pas ça qu'il fallait. Ou bien il fallait, c'est là où il y a eu le débat au montage, rester uniquement sur Agnès Jaoui dans le taxi. Donc l'étudiant ne prendrait pas la lettre,
et on aurait la lettre en voix off. Mais c'est une option que je n'ai pas voulu, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si c'était uniquement la voix d'Agnès Jaoui, on aurait l'impression que c'est son souvenir de la lettre, et ce ne serait pas incarné par quelqu'un qui est en train de la lire. Et je pense que ça change complètement la relation avec cette lettre. La deuxième raison, c'est que visuellement, évidemment, j'ai adoré filmer Agnès Jaoui, je trouve qu'elle est d'ailleurs très présente dans le film, hein, comme vous avez pu le constater, mais donc c'était pas pour qu'elle soit moins présente, mais je trouve ça plus fort qu'un montage alterné où on passe du taxi aux vues sur Toulouse et qu'on termine, puisque le film s'appelle Le cours de la vie, qu'on termine sur le grand fleuve qui traverse Toulouse, et donc par cette ouverture aussi sur l'extérieur nuit de Toulouse, qu'on n'aurait pas eu visuellement si on était resté uniquement dans le taxi. Et la troisième raison, mais c'est pour moi la plus importante, ça renvoie à un autre débat qu'on a eu ici même, il y a donc maintenant quelques 10 ou 20 minutes, c'est la question de la transmission et du passage de flambeau. Car j'ai la conviction que, évidemment, chacune de nos histoires d'amour est différente, qu'elles peuvent varier d'une génération à l'autre, que par exemple la préoccupation qu'ont les jeunes aujourd'hui n'est pas forcément celle de ma génération, mais pour autant, il y a aussi quand même quelque chose qui dépasse les générations. Et que les relations entre êtres humains, eh bien, il y a quelque chose d'universel qui se poursuit au-delà des générations. Et donc, le passage de flambeau, il passe pour moi par la lettre. Parce que c'est un jeune qui découvre cette lettre, et peut-être que c'est lui qui va comprendre ce que Vincent n'a jamais compris, puisque ce sera lui le seul à avoir les clés de ce qui s'est passé entre cet enseignant, son directeur d'école, et la scénariste qui est venue faire cette masterclass. Et donc pour moi, c'est le symbole de ça, c'est le symbole, c'est notre histoire qui commence, donc la fin n'est pas fermée, et peut-être que la nouvelle génération va revivre à sa manière, puisque lui aussi, on voit que ce personnage a quelques petits problèmes dans sa vie privée. Et par ailleurs, je trouve que c'est intéressant aussi qu'il ait un côté agaçant, puisque ça existe des étudiants qui sont comme ça. Il y avait quelqu'un qui était intervenu comme professeur d'art plastique. J'imagine que tous vos étudiants ne sont pas forcément sages comme une image. Et donc, voilà, c'était plus intéressant, en tout cas scénaristiquement, d'avoir quelqu'un qui a de l'aspérité, qui n'est pas lisse. Et donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que j'avais envie d'échanger avec vous, en tout cas. Juste ajouter que c'est un étudiant qui est en voie d'autonomisation, puisque du projet de coécriture, il passe à l'idée d'écrire un long métrage seul. Et que du coup la solitude des personnages évoqués dans la lettre, puisque c'est une lettre de rupture, fondée sur un rapport au deuil, a peut-être à voir avec sa propre situation de solitude, qui doit faire le deuil d'une histoire d'amour qui est probablement déjà derrière lui. Oui, bonsoir, merci pour le film. Je voulais juste savoir d'où vous était venue l'idée justement, parce que tout à l'heure ça a été évoqué, moi ça m'a beaucoup marqué, le son des cloches de l'église Saint-Cernin qui scandaient en fait les émotions et les chapitres des histoires, parce qu'à chaque fois il y avait Antoine qui était marqué par stupeur d'une émotion, Jonathan Zappel qui lui-même était rappelé dans son histoire et sa tristesse et les émotions, le débordement des émotions, et qui était soutenu par son ami restaurateur. Et je voulais savoir si vous pouviez nous raconter d'où ça vous venait, si c'était une transcription du livre ou si c'est quelque chose que vous avez travaillé avec l'ingé son. Merci. Alors, comme premier point pour répondre à votre question, le son se fait en plusieurs étapes sur un film. Il y a le son de tournage, et puis il y a le montage, ce qu'on appelle le montage son. On décide les sons qu'on rajoute à ceux qui n'étaient pas au tournage. Et puis il y a le mixage. On en parle trop peu souvent, mais c'est une époque, un moment clé pour la réussite, je pense, d'un film, c'est la balance entre tous les sons, dialogue et musique qui existent sur un film. Et donc là, effectivement, avec Jocelyn, que vous avez vu, qui était le monteur son sur le film, on a ajouté plein de sons qui n'étaient pas dans le tournage, ce qu'on appelle des directs, donc quand on tourne. Et il y avait notamment ces cloches qui sont rajoutées au montage son, et puis qu'on a décidé au mixage
d'augmenter de volume de manière volontairement non réaliste pour scander, comme vous le dites si bien, cette journée. L'idée, c'était de théâtraliser volontairement comme si on s'avançait de plus en plus vers la fin de la journée, donc comme un étau qui se resserre, et donc on se dit que voilà, petit à petit, on va aller vers la fin et connaître en fait, enfin, ce qui s'est passé entre ces deux personnages. Donc par le son, apporter cette dimension de rythme qui court toute cette journée. Mais il n'y a pas que les cloches, il y a aussi plein d'éléments sonores qu'on a travaillés de manière totalement étrange et volontairement. Par exemple, pour toutes les scènes de cours où on voit la caméra qui filme la masterclass, j'avais demandé au chef opérateur, qui est un très grand chef opérateur qui s'appelle Lubomir Bakchev, qui a travaillé notamment sur beaucoup d'épisodes du Bureau des légendes, mais aussi qui a signé 4 films à l'image avec Abdelkechiche, entre autres, et qui acceptait de volontairement mal filmer la salle de cours pour donner un aspect réaliste. Donc c'est une maladresse volontaire. Et j'ai voulu accentuer cette entre guillemets maladresse par le son, de manière totalement non réaliste, puisque dès qu'il y a des zooms, on entend bzz, 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 alors que évidemment les caméras aujourd'hui elles font plus ça. Et dès qu'il y a la caméra qui fait des panneaux filés, donc qui passe d'une personne à l'autre, on entend. Donc c'est évidemment pas du tout quelque chose de normal. Et donc ça c'est un pari, de voir comment par le son, on peut apporter du rythme, parfois un aspect comédie, et aussi un univers qui n'est pas forcément réaliste, mais qui est l'univers qui doit fonctionner dans la fiction. Et donc je pense que le son c'est quelque chose de très important dans un film dont on ne parle pas assez. Et moi-même en tant que spectateur, parfois je ne remarque pas tous les éléments sonores qu'il y a sur un film. On remarque plus facilement ce qui se passe à l'image que ce qui se passe dans la bande sonore, qui est plus de l'ordre de l'inconscient, je pense, de ce qui peut se passer. Par exemple, je ne suis pas certain qu'on ait conscience, et pourtant je suis certain que ça a un impact sur la manière dont vous percevez le film, que quand on change de format pendant le cours, on change d'espace sonore aussi. Et c'est volontaire. J'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de tout harmoniser au niveau du son. Au lieu de ça, on fait des coupures son dans la manière dont on traite l'espace sonore, qui n'est pas traité de la même manière au mixage selon les formats. Donc là aussi, c'est un pari pour justement accentuer ce qui serait de l'ordre, entre guillemets, du réel, les caméras, et ce qui serait de l'ordre de la fiction. Donc qui ont des musiques donc créées spécialement pour ce film, ce qu'on appelle les musiques originales. Il y a les musiques qui font appel à un genre cinématographique. Quand il y a les extraits, on en a déjà parlé. Donc chaque fois, c'est une musique qui doit typer un certain genre de film pour laisser la place à l'imaginaire du spectateur. Et puis il y a toutes les autres musiques qui sont dans le film. Alors parfois, d'ailleurs, même sous forme de citation, la sonnerie de téléphone d'Agnès Jaoui, c'est Le Grand Blond et une chaussure noire. Donc évidemment, c'est pour créer, je l'espère, le sourire auprès des spectateurs. Et donc la grande chance que j'ai, c'est d'avoir une relation de confiance et d'amitié, je me permets de le dire puisqu'il le dit lui-même publiquement, avec Vladimir Cosma, et que donc il a ouvert, il a gardé les droits sur toutes les musiques qu'il a créées, et pour ce film, il a dit, tu peux prendre toutes les musiques dans mon catalogue que tu veux. Et donc avec le monteur Christophe Pinel, on a fait un choix de musique pour tout le film. Et donc c'est une sorte d'hommage aussi à Vladimir Cosma. Et donc c'est pour moi une grande chance d'avoir eu cette collaboration avec lui. Et donc avec différents traitements musicaux. Donc soit par rapport aux extraits, soit de la musique originale, soit toutes les musiques qui accompagnent le reste du film. C'est la 4e fois que tu travailles avec lui, je crois. 4e fois. Et il sera bientôt en concert à Paris pour 3 dates exceptionnelles. Il y a des affiches partout dans le métro. Qui pose la dernière? Ouais. C'est pas une question, je voulais dire que j'avais pris un immense plaisir à voir Agnès Jaoui aussi au premier plan d'un film, avec ses 50 ans, ses cernes. Un peu plus. Ouais, mais qu'elle assume. Le film, elle a 50 ans, du coup j'ai googlisé. Elle assume complètement et elle rayonne, quoi. Elle est tellement vraie et elle
de quelque chose qu'elle connaît tellement et qu'elle a apparemment beaucoup de plaisir à transmettre. Que, voilà, je voulais vous remercier pour ça, de m'avoir donné un rôle qui lui va aussi bien. Alors, merci de votre intervention. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Peut-être ce seront les mots de conclusion si Stéphane le veut. D'abord, j'espère que c'est perçu. J'aime les acteurs, donc Agnès Jaoui bien sûr, mais tous les acteurs du film. Et je pense que c'est aussi important d'ailleurs, les acteurs secondaires, de leur donner une scène chaque fois qu'ils puissent défendre. Voilà, donc c'est... Si je fais des films, si j'ai envie de continuer à en faire, c'est d'abord pour avoir ce moment magique qu'on a quand on est réalisateur, c'est-à-dire qu'on passe du scénario, qui est un document écrit, à la vie, grâce aux acteurs, quand ils interprètent les rôles. Mais pour Agnès Jaoui, il y a aussi, évidemment chez elle, au-delà du fait qu'elle soit réalisatrice, scénariste, actrice, un côté militant, et notamment elle se bat pour l'égalité entre les femmes et les hommes au cinéma. Il faut se battre pour cette égalité dans toute la société, mais là on parle spécifiquement des films. Et je trouve que c'est très important qu'il y ait des rôles principaux. C'est ce que dit Agnès Jaoui, donc je la paraphrase, pour les femmes de plus de 50 ans. Car les femmes de plus de 50 ans, elles existent, elles ont des histoires d'amour, et donc il est normal que des films reflètent ce qui existe dans la société et qu'on sorte de cette invisibilité. Et donc de ce point de vue, je suis très heureux aussi. Donc je rejoins et je vous remercie de votre intervention, d'avoir pu travailler avec Agnès Jaoui. Merci beaucoup à tous les deux. J'ajoute juste que Jonathan Jacquat et elle avaient déjà joué ensemble en 2004, je crois, dans un film de François Favra, et que Géraldine Nakache t'a dit oui parce qu'elle avait pour idole Agnès Jaoui et qu'elle était extrêmement heureuse de partager l'affiche avec elle et certaines scènes, et qu'elle est par ailleurs formidable dans le film. Merci Frédéric, merci beaucoup, et à très bientôt, lundi en Frenouesse, en personne.